Bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui le concept d'environnement capacitant. Il s'agit d'une notion centrale dans les contextes thérapeutiques et éducatifs. Nous en examinerons ensemble la définition, les fondements, ainsi que les applications pratiques. Pour cela, notre parcours se fera en 5 étapes. Nous débuterons par la définition du concept, puis nous explorerons ses racines théoriques. Ensuite, nous aborderons son application pratique à travers 5 piliers et des outils concrets, pour enfin discuter de ses nuances. Commençons donc par établir une définition précise de ce que l'on entend par environnement capacitant. Le terme capacitant dérive donc du verbe capaciter, qui signifie rendre capable. L'idée centrale ici n'est pas d'apporter des solutions de l'extérieur, mais bien de créer les conditions qui vont permettre le développement des ressources internes de la personne. Il s'agit d'un accompagnement qui permet à l'individu de s'approprier son propre cheminement. Ce concept est particulièrement pertinent aujourd'hui. Face à la tendance de l'hyperprotection, il offre une alternative, un soutien qui n'étouffe pas. Il constitue aussi un remède à une forme d'assistanat éducatif en évitant de résoudre systématiquement les problèmes à la place de l'autre. Finalement, en favorisant l'autonomie, il donne les outils pour faire face à l'incertitude et à l'anxiété. Ce concept s'ancre bien sûr dans des fondations solides. Cette deuxième partie va donc se consacrer à ses origines, qu'elles soient d'ordre théorique ou neurobiologique. On trouve une première source d'inspiration importante chez Maria Montessori. Son insistance sur l'adaptation souligne un objectif clé de l'environnement capacitant, préparer l'individu à évoluer dans un monde changeant en s'appuyant sur ses propres compétences. Avec Paolo Freire, on aborde une dimension collaborative. Dans cette perspective, le groupe, que ce soit la famille ou un autre collectif, devient un lieu d'éducation mutuelle où les apprentissages se construisent dans l'interaction. John Dewey renforce cette vision. Pour lui, l'éducation est la vie même. Un environnement capacitant, c'est donc un cadre où chaque moment du quotidien devient une occasion d'apprentissage concrète. Et enfin, pour clore ce panorama théorique, Carl Rogers nous apporte un principe essentiel, la confiance dans les ressources de la personne. C'est le postulat de base de l'approche capacitante. Au-delà de ces bases théoriques, les apports sont aussi observables sur le plan neurobiologique. Un tel environnement va stimuler le cortex préfrontal, qui est crucial pour la prise de décision. Il renforce aussi les connexions neuronales grâce à l'expérience, c'est la neuroplasticité. Il active le système de récompense intrinsèque et enfin, il aide à développer une régulation émotionnelle autonome. Maintenant que nous avons posé les bases théoriques, voyons comment cela se traduit en pratique. Cette troisième section va nous présenter un cadre d'application qui s'articule autour de 5 piliers. Ces 5 piliers forment la structure de la démarche. D'abord, un cadre sécurisant qui autorise l'exploration et l'erreur. Ensuite, il s'agit d'encourager les initiatives, de valoriser l'effort plus que le seul résultat. Le troisième pilier est central, accompagner sans se substituer. Enfin, le dialogue authentique et le développement de l'intelligence émotionnelle viennent compléter ce cadre. Après avoir vu la structure, passons à la pratique. Cette quatrième partie est consacrée à des outils concrets qui permettent de mettre en œuvre ces principes au quotidien. Un outil très simple et très parlant est la manière de poser les questions. On voit bien ici le changement de posture. On passe d'une question centrée sur le reproche, sur le problème, à une question qui est orientée vers la solution, vers la mobilisation des ressources de la personne. D'autres outils peuvent bien sûr être intégrés. Par exemple, le cahier des râlages permet de nommer les frustrations pour chercher ensemble des solutions. Les bravos spécifiques, eux, visent à reconnaître l'effort fourni et pas uniquement le succès. On peut aussi penser aux routines qui développent la prise de responsabilité. Ce cas clinique illustre bien cette démarche. On parle d'une situation de surprotection parentale ayant créé une certaine passivité chez les enfants. La première étape a donc été une prise de conscience de cette dynamique familiale. Ensuite, l'approche capacitante a été introduite progressivement, avec des outils comme ceux que l'on vient d'évoquer. Le résultat, à terme, a été un gain visible en confiance et en autonomie pour les enfants. Pour terminer, il est important d'aborder les subtilités de cette approche pour qu'elle soit efficace. Notre dernière section va donc traiter des nuances, des écueils à éviter et des liens avec d'autres concepts. Certains écueils sont à éviter. Le premier serait de confondre cette approche avec du laisser-faire. Or, un environnement capacitant repose sur un cadre clair et sécurisant. Le deuxième piège, c'est l'impatience. L'autonomie se construit sur le long terme. Et enfin, il ne s'agit pas d'abandonner la personne face à la difficulté, mais bien de maintenir un soutien constant, adapté à son rythme et à ses besoins. On voit bien que ce concept ne fonctionne pas en vase clos. Il est intimement lié à d'autres notions centrales. L'autonomie, bien sûr, mais aussi la résilience, la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle.
Et il favorise ce que les Grecs nommaient la koinonia, cette idée d'une communauté où la contribution authentique de chacun trouve sa place. Pour résumer, cette phrase de Maria Montessori synthétise parfaitement l'esprit de l'approche capacitante. C'est une demande de soutien qui vise l'autonomie et non l'assistance. Pour conclure, la question centrale reste celle-ci. Comment cultiver l'accompagnement sans tomber dans la substitution? Trouver cet équilibre est sans doute le défi principal de la posture capacitante. C'est un ajustement permanent qui est au cœur du travail du thérapeute ou de l'éducateur.